Michel Gurfinkel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, nous avons le plaisir de vous avoir ce matin, en ce dimanche matin, très tôt, pour parler de ces élections européennes. Et je dois bien vous avouer que, vu d'Israël, alors que on ne s'est pas encore remis des élections législatives en Israël et que le gouvernement n'a pas encore été formé, on a du mal à évaluer les véritables enjeux de ces élections européennes. Pouvez-vous nous les expliquer ? J'aurais tendance à dire que, a priori, ces élections n'ont pas d'enjeu. Ou plus exactement, elles n'ont pas d'enjeu réel par rapport à la politique européenne, elles ont un enjeu par rapport à la politique des différents pays qui composent l'Union européenne. Pourquoi n'ont-elles pas de véritable enjeu au niveau européen? Parce que tout simplement le Parlement européen n'est pas un vrai Parlement, il n'a pas de vrai pouvoir, il a des pouvoirs apparents on va dire, de discussion et de vote de certaines initiatives, mais en définitive, ce qu'on pourrait appeler la loi européenne, les décisions et directives européennes sont prises à travers un consensus entre le Conseil européen, Oui. la Commission européenne et le Parlement. Donc, on ne vote pas une loi européenne s'il y a refus de la part du Conseil ou de la Commission européenne. Contrairement donc à dire au Parlement de chacun des pays, au Parlement des pays occidentaux, eh bien donc le Parlement européen n'a pas pour privilège ou pour prérogative de voter des lois, ou en tout cas il ne peut pas le faire tout seul, c'est ça ? Il peut pas le faire tout seul. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Quelques petites précisions supplémentaires. La première, c'est que il y a de toute manière un domaine considérable où le Parlement européen n'a pas d'autorité directe, c'est la politique étrangère et de défense. Bien entendu, il peut discuter, il peut y avoir des débats et des prises de position, mais ce domaine n'est pas de la compétence du Parlement européen, il est de la compétence du Conseil et de la Commission. Et deuxièmement, en matière plus financière, le Parlement gère et prend des décisions au niveau de ce qu'on appelle le budget européen, c'est-à-dire de la manière dont va être dépensé l'argent européen, mais en revanche, il n'a pas de pouvoir quant aux recettes budgétaires de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il ne vote pas un impôt européen. Il n'y a pas d'impôt européen et il n'y a pas donc de Parlement qui va décider quel sera le niveau de l'impôt et qui paiera l'impôt. Alors ça c'est bien compris, mais tout de même, est-ce qu'on peut se servir de ces élections comme indice pour voir si il y a par exemple une tendance à plus de populisme, de nationalisme dans l'Europe, voilà, quelles sont les grandes tendances politiques? Voilà, on vient au point essentiel, c'est que les élections européennes se déroulent, c'est une règle qui a été fixée depuis maintenant un certain temps. Elle se déroule obligatoirement à la proportionnelle dans les différents États membres, y compris dans les États dont le système politique ne repose pas sur la proportionnelle. C'est par exemple le cas de la France. Donc, nous allons avoir une photographie politique qui va être peut-être différente des résultats politiques qui ont abouti à telle ou telle autre majorité parlementaire dans les différents États ou à l'élection de tel président ou de tel gouvernement. C'est ça. Donc, par exemple, pour parler de la France, il est tout à fait possible que l'on assiste à un effondrement de la République en marche, parce qu'on est déjà bien avancé dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, et un renforcement, par exemple, du Front National, de ce que l'on appelle aujourd'hui le Rassemblement National, n'est-ce pas ? Oui, c'est de l'ordre du possible. Je ne suis pas sûr qu'il va y avoir un effondrement de la République en marche, c'est possible, mais un effet inverse peut également jouer. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tous les pays européens, il y a un très fort taux d'abstention aux élections européennes. Les électeurs ne sont pas des idiots. Ils savent très bien que ils votent toujours quand ils voient un enjeu. Comme ils pensent que le Parlement européen n'est
pas un vrai Parlement, et ils ont raison de le penser, c'est la stricte réalité. Il y a un enthousiasme très mitigé pour voter aux élections européennes. La moyenne, à la dernière élection européenne qui s'est déroulée en 2014, puisque le Parlement européen est élu tous les 5 ans, la moyenne européenne était de 42%. Oui, très bas. Donc c'est un chiffre. Et nous avons vu exactement le même chiffre. On a déjà les résultats d'un pays, ce sont les Pays-Bas, qui ont voté hier. Et on sait déjà que le taux de participation aux Pays-Bas était effectivement très bas. De 42%. Ouais. Effectivement, de 42%. Donc on rejoint la moyenne de 2014 aux Pays-Bas. Je reviens. Alors je voudrais avec vous revenir sur cette, effectivement, oui, sur cette coloration politique les grandes tendances en Europe. Ça, on va pouvoir savoir effectivement à l'issue de ces élections, on va pouvoir comprendre si véritablement la tendance au populisme, au nationalisme s'est renforcée, la tendance au socialisme, on va dire à gauche s'était affaiblie. On le saura, on pourra le dire. Oui, on aura certaines indications, mais il faut savoir que là où vous avez une abstention tellement forte, oui, on sait que traditionnellement, ce sont des électeurs particulièrement motivés qui vont aller voter. Donc, on sait d'ores et déjà que les extrêmes sont favorisés par ce jeu. On pense que les populistes pourraient être favorisés par ce jeu. Maintenant, il peut y avoir aussi certains partis, ça peut être le cas de la République en marche en France, qui vont susciter un vote, disons, par peur d'une poussée populiste. Nous allons voir, ce sera un test pour Macron, et en réalité, nous savons que Macron a eu depuis le début très peur de l'échéance européenne. Certains ont pu dire qu'il a instrumentalisé la crise des Gilets jaunes pour imposer l'idée que il y a les extrémistes d'un côté, notamment Marine Le Pen, et lui de l'autre, qu'il est le seul garant en quelque sorte et de l'ordre et de l'Europe et de la sécurité domestique et européenne. C'est une tactique, mais cela révèle aussi le fait que ce président qui a été élu dans des conditions extrêmement particulières en 2017 a très peur de résultats à la proportionnelle qui montreraient ou qui semblerait montrer, parce que encore une fois, une abstention très forte fait que, en fait, les résultats ne signifient rien en soi. Mais il semblerait monter qu'il n'a plus une majorité dans l'opinion, une majorité dans le pays, oui, et donc sa légitimité serait atteinte. Alors, une question, puisque on remet en cause, on va dire, toutes les structures européennes aujourd'hui, dans certains courants, on va dire, et les courants nationalistes en particulier, pourquoi finalement les grands partisans de l'Europe n'ont pas justement essayé de consolider le statut de ce Parlement européen, de lui accorder, on va dire, plus de prérogatives pour donner une certaine substance. Soyons honnêtes, l'Europe c'est beaucoup de choses et n'importe quoi. On va commencer par le début. Vous savez que le Parlement européen siège alternativement à Bruxelles et à Strasbourg. Oui. Ce qui n'a aucun sens. Mais cela fonctionne de cette façon-là, tout simplement parce que depuis le début, les Français ont absolument voulu imposer Strasbourg comme la capitale de l'Europe. Strasbourg est déjà le siège d'autres institutions européennes. Les Français voulaient absolument que le siège de l'Europe soit en France. Donc ils ont réussi à imposer ça, ce qui tout simplement ennuie les autres Européens. Mais qu'est-ce que c'est qu'un Parlement dont on ne sait même pas dans quelle ville il siège réellement. Ensuite, il y a aussi un autre problème avec l'Europe, c'est que l'Europe prétend aller toujours vers une union plus étroite. Cela figure dans les textes européens, la volonté d'aller
toujours vers une union plus étroite, mais en même temps, les différents États européens et surtout les grands États continuent à être extrêmement jaloux de leurs prérogatives nationales, de leur souveraineté nationale et, disons, de leur rang international. On a une monnaie unique dans une très grande partie des pays européens, mais en réalité, la politique étrangère, la politique de défense, la représentation aux Nations Unies, tout cela se fait toujours en ordre dispersé. Alors, concernant ce qui se passe au Proche-Orient et en Israël en particulier, est-ce que le Parlement européen a un mot à dire sur, par exemple, le processus de paix, par exemple, le plan de paix américain, ou alors il doit encore une fois se retourner vers la Commission? Je l'ai dit tout à l'heure, en principe, le Parlement européen ne peut pas prendre de décision sur ces sujets. Il peut en discuter, il peut à la limite voter des motions, mais il n'a pas de pouvoir sur ces questions-là. Ce sont des questions qui restent, sans doute pour les raisons que je viens d'indiquer à l'instant sur la volonté des États membres de conserver en réalité leur souveraineté. Donc peut-être pour cette raison, c'est une affaire qui reste la prérogative unique des États membres, accessoirement peut-être du Conseil et de la Commission. C'est-à-dire, lorsque on entend parler Federica Mogherini au nom de l'Europe, elle ne parle pas au nom du Parlement européen, mais de la Commission. Voilà. Alors maintenant, le Parlement européen, évidemment, il discute, il peut faire des audiences, des commissions d'enquête, des audiences, etc. Et donc, on peut aborder toutes sortes de problèmes, y compris des problèmes qui concernent le Moyen-Orient. Généralement, ce qui se passe, c'est que on a très très peu de discussions réelles et originales. En fait, la plupart des eurodéputés se bornent à recycler à l'infini une sorte de vulgate qui a été peu à peu élaborée au cours des années par les institutions européennes sur le Moyen-Orient. Donc, par exemple, l'Europe en général soutient le droit à l'existence d'Israël, mais en même temps soutient la cause palestinienne, va condamner Israël sur beaucoup de choses, continue à adhérer à la fiction selon laquelle la frontière, la ligne de cessez-le-feu qui a prévalu jusqu'en 67 était une frontière internationale, et malheureusement, on ne voit pas pour l'instant de tendance de fond qui aille en sens inverse. Tout de même, il faut dire une chose, c'est que il y a, et c'est peut-être l'inconnu du scrutin qui se déroule maintenant, la grande question, c'est de savoir ce qui peut se passer si les partis populistes ou les partis eurosceptiques renforcent considérablement leur représentation au Parlement européen. On peut même imaginer, je ne pense pas que le cas va se poser réellement, mais on peut théoriquement imaginer une situation où on pourrait avoir une majorité nationaliste et eurosceptique au Parlement européen. C'est-à-dire, finalement... En même temps, vous nous dites qu'il n'y a pas de quoi s'effrayer, puisqu'elle n'aura quasiment aucun pouvoir. Non, mais ce sera... comme tout cela se fait, comme je le disais, à la proportionnelle. Oui, bien sûr. Même s'il y a une abstention forte, il y aura un effet par rapport à l'opinion publique. Donc, évidemment, tout le monde regarde attentivement ce que va être le vote, on va dire, anti-européen, anti-institution européenne en tout cas, dans les grands pays européens. Quels vont être les résultats en France? Quels vont être les résultats en Italie? C'est ça les questions fondamentales. Il y a d'autres pays européens qui n'ont pas une très forte représentation au Parlement, les pays de l'Europe de l'Est, qui ont déjà des gouvernements populistes ou eurosceptiques et qui vont probablement renforcer la représentation de ce courant d'idées au Parlement européen.
Donc, si vous étiez vous-même un dirigeant israélien, vous n'accorderiez pas beaucoup d'importance à ce qui va se passer aujourd'hui? Entendons-nous bien. J'y accorderai de l'importance parce que, du point de vue de l'opinion publique, cela peut relever quelque chose. Maintenant, il faudra à la fois savoir que certains résultats, même s'ils ne sont pas réels au niveau du rapport de force politique réel, vont avoir un impact sur les représentations, sur l'opinion, sur l'idée qu'on se fait du rapport des forces politiques, et d'une certaine manière, cela finit par avoir un effet politique direct, bien qu'au départ, ce n'en est pas un. Donc, les dirigeants israéliens doivent surveiller le résultat des élections européennes, mais en sachant que ce ne sont pas des élections réelles, que ce ne sont pas des élections normales, qu'il y a un effet grossissant dans un sens ou dans un autre qui va jouer à travers cette consultation, cela est essentiellement une indication sur l'évolution de la politique nationale dans les différents pays membres. Eh bien, Michel Gurfinkel, merci beaucoup de nous avoir éclairé. C'était très instructif de vous parler ce matin. On comprend mieux les enjeux ou les non-enjeux, si l'on peut dire, de ces élections européennes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et Shavua Tov. Shavua Tov.